Merci. Euh, Jacques a toujours eu beaucoup d'audace et donc parler de thérapie de réseau est, je trouve, très audacieux. On n'ose pas employer ce terme-là. On essaye plutôt d'employer travail thérapeutique de réseau euh, pour se garantir des foudres de ceux qui voudraient s'approprier de la thérapie, du, et donc, on parle de travail thérapeutique de réseau. L'Algérie, on y va depuis 98. C'était pas vraiment les années les plus terribles. Mais on a publié alors en Algérie un ouvrage. Et je vais vous parler du titre de cet ouvrage qui s'appelle De proche en proche, qui a été publié chez une amie aux éditions Barzac d'Alger et qui reprend le premier publié en 2008, qui reprend le travail réalisé pendant 3 ans à Tizi Ouzou, où une formation action au travail thérapeutique de réseau soutenue par la clinique de concertation s'est développée. Et donc c'est un ouvrage qui est plutôt sur l'expérience kabyle, et il vient d'être republié en 2016 puisque le travail thérapeutique de réseau s'est étendu dorénavant au Grand Sud, et il est sorti cet ouvrage à Hassim et Saoud en décembre, non, en janvier 2016. Alors son titre de proche en proche est un emprunt à Patrice Maniglier, qui est un philosophe qui nous a aidés lors d'un congrès international de la clinique de concertation ici à Paris, auquel d'ailleurs participait aussi Jacques Nermont. Et dans un texte que vous trouverez d'ailleurs sur le site, hein, Patrice Maniglier va parler des cliniques de concertation, et il dit qu'une des grandes vertus des cliniques de concertation est précisément en quelque sorte d'avoir en quelque sorte conjuré la tentation de totalisation grâce à son dispositif. On ne va pas d'une totalité, l'individu en étant une, à une autre, la famille, la société, mais on laisse précisément les relations déterminer elles-mêmes, localement, leur propre extension. On peut bien déplacer l'espace du problème, mais on ne peut le faire que de proche en proche. Et c'est donc là que l'on puise le titre de ces ouvrages, par voisinage, en rajoutant une relation et sans jamais sauter au niveau du tout. Et donc c'est une règle de travail que nous avons dans les cliniques de concertation. Et je vais vous parler d'une transgression de cette règle qui s'est effectuée ici à Paris lors d'un travail d'accompagnement, du travail thérapeutique de réseau qui se fait dans le cadre de l'ANRS, l'Association nationale de réinsertion sociale. J'y suis, euh, J'y suis invité par le superviseur Jean-Pierre Chambon, et nous travaillons avec des travailleurs de proximité, des gens qui travaillent avec les jeunes gens qui habitent la rue et qui pour la plupart ont entre 18 et 25 ans. La NRS a plusieurs structures, et les caractéristiques, c'est que ces structures sont des structures à seuil très bas d'accessibilité, donc des structures qui assurent des permanences et où peuvent se rendre ces jeunes gens. Ils ont des structures plus élaborées de réinsertion et de travail sur des sujets comme le logement ou des activités productives. Et quand je travaille avec une équipe, selon les principes d'ouverture de la clinique de concertation, je ne travaille jamais avec des professionnels sans que nous nous mettions ensemble à l'épreuve du contact avec les gens qui nous mettent au travail. Et pour respecter cette règle du proche en proche,
je propose, je propose aux travailleurs de proximité d'aller vers ces jeunes gens et de leur proposer de venir travailler avec nous. De venir travailler avec nous pour nous aider à apprendre une partie du métier que nous connaissons mal, qui est celle de travailler ensemble. Et la réponse que me font les professionnels, ils disent que ce n'est pas du tout praticable. Et ils mettent, avec beaucoup de bonne volonté, et donc ici, ce n'est pas du tout une critique, mais ils me signalent l'impossibilité d'avoir ce travail donc, dans lequel ces jeunes gens nous rejoindraient et viendraient inverser le sens du donner et prendre, dans le sens où tout d'un coup, plutôt que d'être des bénéficiaires de nos interventions, ils deviendraient au contraire, nous deviendrions bénéficiaires de leur travail, nous profiterions d'eux. Et c'est souvent aujourd'hui, à l'époque pas encore, mais aujourd'hui, lorsque des familles nous rejoignent pour travailler avec nous dans des collectifs assez vastes, j'emploie ce terme de manière assez décisive, de dire nous allons profiter de vous. Et c'est assez marrant. Parfois, enfin assez souvent, ils nous remercient du fait que nous profitions d'eux. Ce qui, on en parlera sans doute tout à l'heure, hein, ce qui dans les perspectives de la thérapie contextuelle d'Ivan Bozormeninagi va trouver toute une série d'étayages. Et donc, je me retrouve devant ce blocage où ils me disent non, c'est pas praticable, nous ne nous sentons pas en mesure d'aller vers ces jeunes gens et de leur dire rejoignez-nous, nous allons travailler ensemble. Et quand nous travaillons ensemble, nous travaillons à des représentations du réseau activé par les bénéficiaires, par les personnes. Nous travaillons à cette représentation sous forme de sociogénogramme. On a appris dans la suite que Moreno faisait déjà des sociogrammes et le génogramme, bon, c'était quelque chose qu'on avait régulièrement utilisé dans des rencontres avec des familles ou dans des séances d'analyse de pratique ou des choses comme ça. Et ça provoque une irritation chez moi. Parce qu'on voit approcher la fin du processus de quelques journées que nous avons avec eux. Et je vais faire un court-circuit. Et si vous voulez contredire cette histoire du prochain proche qui voudrait que l'on suive toujours par voisinage, et donc je dis, mais si vous ne voulez pas, non c'est en orange, si vous ne voulez pas leur demander de nous rejoindre pour venir travailler avec nous, alors je vais, si vous voulez bien, m'adresser à eux dans un courrier que je rédige et qu'on va lire ensemble. Alors, je l'ai précisé là dans le... Ça ne me dérange pas du tout qu'on m'interrompe. Donc, si jamais à un moment donné, ça renforce le fil conducteur. Donc, si vous le coupez en petits morceaux, c'est un fil qui se renforce. Bizarre. Et comme ceci. Oui. Voilà, je m'adresse à eux et j'emploie mon papier en tête. Donc, je suis dans le cadre d'un service et j'emploie mon papier en tête et je dis madame, mademoiselle, monsieur ou monsieur, j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs journées avec des professionnels des équipes de la NRS, Association nationale de réadaptation sociale, dont vous connaissez certains. Ce sont des journées de formation et de supervision. Nous essayons de mieux comprendre comment fonctionnent les services de proximité qui tentent d'apporter leur aide ou leur soutien aux personnes qui, comme vous, rencontrent des difficultés importantes de la vie quotidienne. Nous voulons améliorer ces services. Je suis persuadé que travailler en direct avec les bénéficiaires des services, vous en particulier, peut nous donner des informations précieuses sur la manière d'organiser ce travail. Plus spécifiquement, en tant que psychiatre, j'essaye de comprendre comment des gens qui vivent parfois des détresses multiples font travailler ensemble, en réseau, les professionnels de l'aide, du soin, de l'éducation et du contrôle. Je crois qu'il est nécessaire d'aider les équipes qui sont parfois poussées aux limites de leur capacité
à répondre aux besoins des personnes en détresse multiple. Nous travaillerons ensemble la journée du 10 octobre et nous serions intéressés à ce que vous nous rejoigniez pendant 1 heure entre 10 et 15 heures. Pour nous accompagner dans ce travail de recherche, vous pourriez venir accompagner de toute personne dont vous jugez la présence utile, pour vous ou pour nous. Nous commencerions par construire un dessin, le sociogénogramme, des réactions des professionnels à vos demandes ou vos besoins. À ce stade, c'est plus spécialement les réactions des professionnels et des services que nous étudierons. Dans la suite, prudemment, et en respectant votre rythme, en laissant de côté les questions qui ne vous conviendraient pas, nous pourrions dessiner votre parcours dans le réseau des services que vous avez mis au travail. À tout moment, vous pourriez interrompre ce travail si vous nous trouviez maladroit ou ennuyeux. De toute façon, je demanderai aux professionnels qui vous ont présenté ma demande de me parler de votre réaction si vous marquez votre accord. J'espère avoir l'occasion de travailler avec vous et vous prie, madame, monsieur ou mademoiselle, de croire à l'expression de mes sentiments les plus sincères. Et je signe. Et donc je demande à ces travailleurs de proximité de remettre ce document à des jeunes gens entre 18 et 25 ans qui habitent la rue pour la plupart. Et le 10 octobre, il y en a 3 d'entre eux qui se présentent. Un jeune homme d'origine afghane, un jeune homme d'origine... une jeune fille d'origine congolaise et un jeune homme du Nord-Pas-de-Calais. Ils sont arrivés à 10h ou 10h30, ils ne nous ont pas quittés avant 17h. Et on a travaillé toute la journée ensemble à faire ce type de travail avec quelque chose qui a été confirmé par Jacques, c'est le danger du génogramme. Et comment, si on travaille avec ces jeunes gens, ou si on travaille donc avec des perspectives de thérapie familiale, et si on ouvre directement ces perspectives sur la famille et les ressources qu'elle peut comporter, la réponse peut être très rapidement j'ai pas de famille. Et cette réponse est, je pense, très saine. Dans le sens de mettre un blocage sur l'éventualité de faire ce que très souvent en analyse de pratique on va faire, et qui déconcerte très fort les gens qui nous demandent un travail d'accompagnement dans le travail thérapeutique de réseau, c'est qu'ils ont été habitués souvent à des superviseurs, à des intervenants où les choses commencent. Il s'agit d'une maman qui a 2 enfants d'un premier mariage, qui a une seconde union et qui a une petite fille, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous ne faisons plus jamais. Par contre, ce que nous faisons, c'est il s'agit d'un intervenant de proximité, de la pointe à son origine, qui a été mis au travail par un travailleur du 115, etc. Et nous reconstruisons de la pointe de la flèche à son origine, nous reconstruisons pendant tout un moment, et c'est ce qui est dit dans la lettre, nous commencerions par construire un dessin des réactions des professionnels à vos demandes et à vos besoins. À ce stade, c'est plus spécialement les réactions des professionnels et des services que nous étudierons. Et donc nous commençons, et c'est un article que vous trouverez chez Vinciane Després, je pense, qui est venu ici, et qui a écrit un article pensé par les effets. Et donc remonter comme les saumons constamment d'aval en amont, jusqu'à un moment où la connexion qu'on va représenter en rouge, ce sont des couleurs qui sont, où la connexion, donc je vais la faire instinctivement, c'est juste, de la pointe à son origine, va nous amener à quelqu'un d'ailleurs qu'on ne représente même pas sous la forme prévue par mais plutôt comme un personnage. Et c'est là qu'éventuellement, lorsqu'il nous parlera
du fait qu'il a pu partager éventuellement un repas agréable quelques jours avant, qu'on pourra éventuellement et prudemment, à tout moment, vous pourriez interrompre ce travail si vous vous trouviez maladroit, parler du dernier repas agréable qu'ils ont pu prendre avec les membres de leur famille. Et donc c'est de cette façon qu'on va travailler dans les cliniques de concertation, c'est-à-dire en mettant le projecteur d'abord sur les interactions qui existent entre les différents services, associations, etc. Et très prudemment s'approcher de ce qui est à l'origine de ce travail de réseau, ce travail thérapeutique de réseau, et que l'on va, dans le jargon de la clinique de concertation, appeler la force convocatrice des personnes en détresse multiple. Alors on emploie ce terme parce que aujourd'hui nous sommes très irrités par la demande que l'on peut avoir, que peuvent avoir certains services, d'exiger des personnes qui s'adressent à eux d'avoir une demande. Et donc on va utiliser constamment la forme passive. Comment est-ce que j'ai été activé et par qui, complément d'agent, j'ai été activé. Le complément d'agent à la phase suivante devient sujet qui a été activé par un complément d'agent. Et de proche en proche va se construire le réseau et remonter à quelque chose qui, très souvent dans le travail que nous faisons, n'a pas pris la forme d'une demande. Et donc nous allons renoncer à établir une hiérarchie des activations qui mettrait la demande dans une catégorie plus noble que le hurlement ou la récalcitrance ou la rupture du lien. Et c'est ainsi que se construisent les espaces de cliniques de concertation en faisant ce travail minutieux de reconstruction de la force convocatrice des personnes en détresse multiple. C'est quelque chose, c'est une pratique à risque. Et donc à tout moment, nous demandons aux personnes qui nous rejoignent de nous dire si nous sommes effectivement maladroits. Si nos questions... alors, ce sont des choses très pratiques. On aura peut-être l'occasion de voir des extraits d'une clinique de concertation, mais ça va passer par exemple par des attentions très particulières, c'est-à-dire que si jamais on fait un tour de présentation par exemple, imaginons que les membres de la famille soient dans ce coin, on sera très attentif à faire en sorte que le tour de présentation expose d'abord les professionnels, les expose à construire la frontière entre l'intime et le collectif, à travers ce qu'ils vont dire d'eux. Jacques a évité de dire ma date de naissance. De savoir ce qu'ils vont prendre le risque de dire d'eux, de façon à ce que la famille puisse faire le diagnostic du réseau avant que le réseau ne se lance dans un diagnostic concernant la famille. Alors, est-ce que jusque-là, on est au clair? Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, Vous nous montrerez quelques schémas de ce que ça donne, parce que j'imagine que ça doit venir assez rapidement, il doit y avoir du monde. Ah, alors, merci, oui. Alors, on a commencé là-dessus. Hein. Et puis après, on les a détachés et on les a scotchés ensemble. Aujourd'hui, on a trouvé le papier Kraft, qui est le papier d'emballage gris, et qui existe en blanc. Et les sociogénogrammes de ces situations, on va en voir, sont des sociogénogrammes qui prennent tout le mur. Et donc dans l'histoire, et en particulier, alors donc là, moi j'entre ici par ce dont on a parlé, c'est-à-dire ce travail de proche en proche avec les familles qui ont connu donc notre travail en Yougoslavie, qui commence en Yougoslavie de 93 à 96,
avec les personnes qui ont été victimes de violences intentionnelles, destructrices des liens. Et ensuite, on travaille sur différents pays et l'Algérie depuis très longtemps. Et donc, je prends cette porte d'entrée des personnes qui ont connu des expériences de violence intentionnelle et qui, effectivement, vont avoir une force activatrice qui est extrêmement extensive. Ma passion, c'est de travailler avec les gens qui bénéficient d'un diagnostic de pathologie psychiatrique sévère. Et à un certain moment, quand on est devant le sociogénogramme, on peut se demander si c'est parce qu'ils ont une pathologie psychiatrique sévère qu'ils sont cette force convocatrice extensive, ou parfois si c'est pas ce réseau extrêmement extensif qui est à la source de leur pathologie. Et donc quand on travaille, comme je travaille dans 2 CMPP, donc à Nîmes, dans la banlieue de Nîmes, et un au-dessus d'Alès dans une cité minière qui est déshéritée, et c'est assez extraordinaire de voir à partir du moment où on reconnaît cette force convocatrice, effectivement l'extension que peut avoir et ce que ça nous demande, d'effectuer comme adaptation de nos échelles. Moi, j'ai été éduqué en psychiatrie pendant 5 ans à fermer l'espace entre le cabinet et la salle d'attente par une porte dont on connaît la perméabilité aux décibels. Et plus elle se rapproche de zéro, mieux c'est. Et quand on a travaillé dans les camps de réfugiés en ex-Yougoslavie, nous avons appris à travailler dans les salles d'attente. Pour se rendre compte que l'idée que nous nous faisions d'un collectif qui pouvait être menaçant était en fait, du point de vue des gens qui avaient connu des violences intentionnelles, le collectif devenait protecteur. Et donc quand nous travaillons avec des gens, ceux que je préfère, ce sont les paranoïaques sensitifs, ceux qui bénéficient d'un diagnostic de paranoïaque sensitif, dont on dit qu'ils ont toujours l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre derrière la porte en train d'écouter, mais à partir du moment où on est 30, qu'il y en a de plus derrière la porte ou pas, ils s'en foutent. Et quand on leur dit, est-ce que vous pouvez nous aider à travailler ensemble, alors ils nous aident à travailler à un rythme de communication compatible avec leur sensibilité. Et on a à ce moment-là des processus reconstructeurs qui sont assez étonnants. Donc on entre ici par la question des gens qui sont dans les détresses multiples, l'entrée par les situations de gens qui bénéficient d'un diagnostic de pathologie psychiatrique sévère est plutôt une entrée qu'on appellerait des cas complexes, des inclassables. Des gens dont la pédopsychiatrie ne veut plus, qui se retrouvent en psychiatrie adulte en isolement. En pédopsychiatrie, ils étaient considérés comme perturbateurs et ils mettaient en danger les plus jeunes. Quand ils sont chez les adultes, on les met en isolement pour être protégés des adultes. Et à un certain moment, vers 16-17 ans, quand on dit on ne sait plus rien faire et qu'ils retournent vers leur famille, à ce moment-là, la famille va hurler à la MDPH ou à l'ARS. C'est comme ça que j'étais invité en Champagne-Ardenne à travailler sur ces situations, pour laquelle d'ailleurs il y a eu la création des commissions Carlotti, donc c'est-à-dire des gens qui à un certain moment tombent dans un gouffre. Et ce qu'ils nous apprennent ces gens, c'est que le travail thérapeutique de réseau est, contrairement à ce que très souvent nous considérons, ne se passe pas dans les petites maisons de ce réseau qu'on va dessiner de proche en proche, mais qu'une grande partie du travail thérapeutique se trouve plutôt sur les flèches. Et donc c'est une attention que l'on va alors avoir à toutes les pratiques de relais, c'est-à-dire toutes ces pratiques des interstices entre les services. Comme disait une maman de 7 enfants, dont les 2 premiers étaient dans une institution, les 2 suivants dans une deuxième, les 3 derniers, quand elle est entrée dans la clinique de concertation, elle a dit « Ah, enfin je vous vois tous ». Jusqu'à présent, j'avais l'impression que vous étiez assis sur vos dossiers. Un grand-père, entre dans une clinique de concertation, on doit être au moins une trentaine,
et il nous dit: Ah, dit-il, je suis rassuré. Vous êtes suffisamment nombreux pour ne pas pouvoir être tous contre moi. Et donc on a cette inversion et cette bascule qui est qu'à un certain moment, le collectif, dont on a souvent voulu se protéger, etc., se protéger, je pense surtout les professionnels qui s'en protègent, devient un collectif protecteur lorsqu'on entre dans ce travail de contexte extensif de confiance. Alors, on peut prendre un exemple pour illustrer un peu cette force convocatrice. Et je sais pas, j'ai pas si j'ai reconnu quelques personnes qui sont venues en soutien. Alors, c'est un exemple qui est un peu comme le Funny Valentines de Chet Baker, vous connaissez? On disait que Chet Baker, sur la fin de sa vie, ne chantait plus que cette chanson-là parce que c'était la seule dont il pouvait encore se souvenir. J'ai connu personnellement Chet Baker et effectivement, c'était pas toujours simple de communiquer avec lui. Alors, donc on va voir cet exemple que je reprends très souvent, si j'arrive à le retrouver. Ah, mais c'est lui, voilà. Et comme ça, on va avoir un peu un exemple de cette construction du sociogénogramme. C'est un cas, une situation emblématique de 1996, quand je commençais à travailler à Flémal, dans une banlieue liégeoise. Et on va faire diaporama, là. Monsieur le technicien, si je fais des gaffes, vous me le dites. Hein. Il ne veut pas. Non, pas encore. Comme ça. Oui, allez. Alors, on va utiliser cette forme passive. Hein. Si. Oui. Allez, vas-y. Voilà. Nous sommes au service de santé mentale, ça correspond à CMP, avec cette particularité que nous n'avons pas découpé en tranches, enfants, adolescents, adultes, c'est un CMP pour famille. Donc on reçoit systématiquement les familles. C'est quelqu'un qui est pendu là devant le SSM? C'est une psychologue. Ah, d'accord. Non, parce qu'on a l'impression qu'elle est accrochée au plafond. Et on va systématiser, j'y arrive pas encore toujours, hein, à raconter un récit à la forme passive. Nous sommes activés par Franck, qui a à l'époque 14 ans. Et 82 ans. Pas 82 ans, c'est ça? non, il est né en 82, nous sommes en 96. L'avantage des dates de naissance, c'est qu'elles ne changent pas. Enfin, je ne sais pas si c'est un avantage, hein, mais donc il a 14 ans et nous sommes activés. Alors je peux vous dire quand même, si jamais je suis trop décousu, vous me le direz, hein, mais j'ai été extrêmement intéressé par une dame à Rennes, travailleur il y a quelques jours. Et lors du tour de présentation d'un atelier, cette dame emploie une forme passive que j'ai employée des milliers de fois et que peut-être vous avez déjà employée. Et elle dit: nous sommes confrontés à des familles qui ne viennent pas. Et avec cette obstination de la forme passive et de la découverte du complément d'agent, je lui demande: mais vous êtes confronté par qui? Et là, elle me dit: mais j'ai toujours dit ça. Et elle le prend à peu près comme un reproche. Et à ce moment-là, je lui dis: non, attendez, mais c'est une révélation pour moi. Je dis, parce que moi-même, je l'ai employé sans jamais me poser la question du complément d'agent. Et quand nous employons cette expression, nous sommes confrontés à des situations difficiles, à des familles qui ne viennent pas, ou des choses comme ça. Et c'est de se demander: mais quel est le complément d'agent dans cette histoire? Qui est-ce qui a organisé? Parce que la confrontation, moi, ça me fait quand même penser à des béliers ou à des cerfs ou à des choses comme ça. Et
qui est-ce qui a organisé la confrontation? Et on se met à faire tout cet atelier sur cette obstination à trouver le complément d'agent de la forme passive. Et bon, ça renforce hein, des intuitions, puisque ici nous sommes activés par flèche rouge interrompue, par l'absence de Franck au rendez-vous qui lui sont proposés. Évidemment, si jamais on voit ça dans la catégorie des demandes ou des intentions, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on pense par les effets et qu'on s'observe lorsque l'on est dans l'attente de quelqu'un qui ne vient pas, on va se rendre compte qu'il y a toute une série de choses qui se mettent au travail. Et pendant 10 minutes, on se dit, tiens, quand est-ce qu'il va arriver? Après 10 minutes, on sort de son bureau et puis on va demander si on a eu une communication. Et puis dans les minutes qui suivent, on va voir les autres membres de l'équipe et on se met à travailler drôlement. Et c'est après la 20e minute qu'on commence alors à faire vraiment un travail important, c'est de se demander, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de contacter quelqu'un qui le connaît, au risque de créer un réseau prédateur? Ou bien est-ce que je ne le fais pas, au risque de lui donner la sensation qu'il n'existe pas pour moi? Et dans les minutes qui vont suivre, et dans les réunions, etc., on va bosser beaucoup plus que si jamais on avait consacré 3 quarts d'heure à une écoute attentive et toutes les choses classiques qui restent tout à fait valables et intéressantes. Mais on a travaillé plus et on est plus activé par son absence que par sa présence. Alors, dans cette obsession de la forme passive, on va se dire, oui, mais si nous avons été actifs, il va falloir se demander, mais pourquoi est-ce que nous l'attendons? Nous l'attendons parce que nous avons été activés par le pédopsychiatre du service de l'hôpital et on va devoir remonter par qui est-ce qu'il a été activé. Tiens, il a été activé comme nous par les absences de Franck. Mais par qui, lui, a-t-il été activé? Par le psychologue scolaire, activé lui-même, par l'enseignant, activé pas du tout dans le registre de l'intentionnalité, mais activé par ce jeune homme qui va pas bien du tout, qui vient plus souvent en classe, qui quand il vient plus pour ses activités commerciales à l'intérieur de l'établissement scolaire, qui a ses activités commerciales avec des produits qui sont des produits à risque, qu'il consomme lui-même. Et on va voir que d'une certaine manière, Franck est un activateur de commissions interministérielles qui ont été à la mode et qui reviennent à la mode aujourd'hui. Monsieur Kader Mimoun, au conseil scientifique d'École et Famille, nous parlait de problèmes de gouvernance. Hein, et en fait, Franck est un activateur de questions sur la gouvernance. Alors, le problème, c'est que ces activations fonctionnent plutôt par la rupture du lien ou par le refus de l'offre. Et bien souvent, ce genre de situation va amener les professionnels dans les cliniques de la consternation, qui peuvent nous faire sourire, mais qu'on est arrivé aujourd'hui à satelliser dans les burn-out. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le malaise dans leur institution, etc., on a trouvé une catégorie aussi dans laquelle on peut les mettre. Et dorénavant, on aura les burn-out et aussi, j'ai entendu parler d'une nouvelle catégorie, les boring. Oui. Donc, ce qui est quand même intéressant de voir comment on peut faire passer quelqu'un qui est activé, qui est en questionnement, et de le faire passer de l'autre frontière, bénéficiant d'un diagnostic de pathologie psychiatrique sévère ou pas. La clinique de la consternation est quelque chose d'extrêmement dangereux pour le professionnel si jamais il y reste dans l'isolement. Alors on va aller un peu plus loin, voir un peu ce à quoi Franck réussit, hein, parce qu'il n'est pas que dans l'établissement scolaire. Hein. Les gens de l'AEMO qui sont chargés d'accompagner ces travaux d'intérêt généraux, eux aussi sont activés par les absences ou les refus de Franck.
Et on va de nouveau se questionner, mais par qui n'ont-ils donc été activés? Ils ont été activés par le juge, qui avait prescrit des travaux d'intérêt généraux à Franck, juge activé par le parquet, activé par des policiers, qui ont été activés, et évidemment pas de nouveau dans une démarche intentionnelle, mais activés par Franck, qui a ses activités commerciales, pas seulement à l'intérieur de l'établissement scolaire, mais aussi aux alentours de l'établissement scolaire. Et on va voir que le pouvoir, la force convocatrice de l'individu de 14 ans est une force qui a ce caractère extensif. Et nous avons besoin, en tout cas moi j'ai besoin, et souvent les personnes avec lesquelles je travaille ont besoin de cet outil pour résister à la consternation qui pourrait nous faire dire il n'est jamais là où il devrait être, et de pouvoir poursuivre la phrase, mais qu'a-t-il donc de mieux à faire? Aujourd'hui, il y a dans un lycée ici à Paris une collègue, Catherine Kaplan, qui gère un atelier qui s'appelle Les accrocheurs d'ailleurs. C'est-à-dire qui s'intéresse à qu'est-ce qu'ils ont d'autre de mieux à faire. Et dans cet atelier, c'est étonnant, mais ces jeunes gens qui ne vont pas dans les établissements scolaires viennent à cet atelier. Et les parents aussi. Et donc on va voir que la force convocatrice de Franck, si on le voit comme activateur de commissions interministérielles, si jamais on réunit les réseaux d'aide de soins, d'éducation et de contrôle, on commence à voir progressivement, de proche en proche, s'étendre le réseau. Pour le moment, ça marche encore. Mais là, alors, si les membres du réseau se rencontrent, on a cette deuxième, c'est les cliniques des lamentations. Et donc dans les lieux de coordination, on va souvent voir se rencontrer le médecin scolaire, le médecin du CMPP, le travailleur, l'éducateur, etc., qui alors vont ensemble, et c'est déjà un grand progrès, c'est pas très profitable pour Franck ou ses amis, mais c'est déjà moins dangereux pour les professionnels. La clinique des lamentations est moins dangereuse, et on va poursuivre notre sociogénogramme en passant, puisque nous sommes dans un centre qui reçoit, qui se laisse activer par des enfants, des jeunes gens, mais aussi par des jeunes adultes. On peut parler de Sonia, née en 78, qui en 96 a 18 ans. Les urgences de l'hôpital général sont activées par notre service, par le fait qu'on fait conduire Sonia en ambulance à l'hôpital, parce qu'elle vient chez nous dans un état d'imprégnation de produits qui présente des risques vitaux, et nous appelons l'ambulance. Nous avons été activés, oui, c'est donc nous, Flèche Orange, vers Sonia, qui lui imposons ce transport. Là. Nous avons été activés par le fait que Sonia vient chez nous dans un état qui ne permet pas de rester avec elle, mais si nous l'attendions et si nous avions été activés, c'est par le Centre public d'aide sociale qui correspondrait au CCAS ici, et qui chez nous en Belgique gère les choses qui sont gérées par le service social départemental en France. Ce centre a été activé par l'hôpital psychiatrique activé par le départ contre avis de Sonia, qui a laissé, en plus, comme elle n'est pas en ordre de sécurité sociale, a laissé des frais qui sont présentés alors chez nous au CPAS de la municipalité où elle habite. Hôpital psychiatrique qui avait été activé par le service de psychiatrie de l'hôpital général, activé par les urgences, activé par le médecin généraliste, activé par Sonia qui, quand elle sent qu'elle est en risque vital, appelle son médecin généraliste. On va accélérer le mouvement pour passer à Laetitia.
Laetitia. Nous sommes, elle va apparaître, c'est surtout sa grand-mère là, qui se présente pas au rendez-vous, qui sont proposés à Laetitia, qui a 4 ans, donc c'est l'équivalent d'un CMPP. Activé donc, oui, la TISF, ce qu'on appelle l'aide familiale, chez la travailleuse familiale, se présente aussi chez cette grand-mère qui a des difficultés à gérer son quotidien, notamment par des habitudes de consommation d'alcool. La travailleuse familiale se présente et elle diagnostique une porte fermée avec quelqu'un derrière la porte, hein, ce qui est un diagnostic que savent faire les travailleuses familiales et moins moi. Ces services ont été mis au travail de nouveau par le Centre public d'aide sociale, qui a été mis au travail par l'ASE, qui a été mis au travail par l'inspection médicale scolaire, mis au travail par une enseignante, qui est mise au travail par Laetitia qui a 4 ans et qui vient à l'école avec pas habillée correctement, avec des troubles des apprentissages et du développement déjà perceptibles. Et donc, on va avoir ces 3 situations. Et ce que nous allons faire, alors, quand on a le goût de cette extensivité du côté des professionnels, c'est qu'on va faire ceci. Et ce qui pourrait être dans le morcellement institutionnel l'histoire d'un CMPP, l'histoire d'un CMPEA et l'histoire d'un service de psychiatrie pour adultes est en fait une histoire commune. Puisque Franck est l'oncle de Laetitia, hein, et la maman de Laetitia qui est décédée d'abus de médicaments et d'alcool, c'est la sœur de Sonia et de Franck. Et donc on va se rendre compte que cette force convocatrice, si nous cessons d'y résister, si nous adaptons nos cadres, si nous adaptons nos échelles de regard à la dimension, grâce à la thérapie familiale, grâce à la thérapie familiale, mais en ayant cette compliance à nous adapter aux échelles que nous impose la force convocatrice des familles en détresse multiple, et on va alors passer à l'étape suivante, hein, c'est la clinique de la confusion, hein, qui vont faire dire aux gens de Toulouse bondu, c'est ça? Boudu. Hein. Chez nous, oufti, à Bruxelles, ouïouï, parce que souvent ce sont des expressions qui quittent notre jargon professionnel et qui va plutôt se relier à des sensations où ça nous donne le vertige. Alors on pourrait dire, mais quel est le bénéfice que l'on a d'être passé... Enfin, de la consternation, ça représente des dangers. La confusion aussi. Ce qui va se passer, c'est que... ce qu'on va peut-être gagner, c'est... On a cette expression qu'on a repris dans la lettre « Venez » avec toute personne dont vous estimez la présence utile. Et donc, si nous travaillons avec une petite fille de 4 ans, si la pression sur la grand-mère qui ne vient pas au rendez-vous devient plus importante, avec dans le contrôle, hein, dans le travail de réseau qui reconnaît la valeur du contrôle et des pressions qui sont exercées, c'est qu'il y a un risque d'écartement de cette petite fille de sa grand-mère. Elle ne le souhaite pas, et donc elle va accepter cette pression, mais on va lui dire quand même que dans ce cadre de contrainte, elle a au moins cette possibilité de venir accompagner de toute personne dont elle estime la présence utile. Et là, nous avons cette surprise. Flèche orange, donc la contrainte exercée sur la grand-mère, c'est que Franck, qui ne vient pas à nos rendez-vous, vient au rendez-vous qui est fixé pour sa nièce. Je le traduirai en termes un peu provocateurs en disant que Franck vient nous dire pour moi, foutez-moi la paix, si je peux vous aider à être moins crétin avec ma nièce, alors ça, je veux bien venir. Et on a cette inversion
du donner-prendre. Et là, de nouveau, Patrice Maniglier va nous aider. Avant ça, hein, là c'est un peu cocorico, évidemment. C'est de considérer que de la clinique de la confusion, on peut arriver à la clinique de concertation, vous l'avez compris. Hein, il faut quand même un tout petit peu vendre le produit. Mais avec ces conséquences qui sont des conséquences extrêmement perturbatrices. Hein. D'abord, on va devoir renoncer à un regard suspicieux sur le tiers demandeur. C'est-à-dire ce tiers demandeur, nous l'avons entendu, et puis après, hein, c'est extrêmement important de dire qu'elle a pu changer d'avis, mais les premières fois où j'ai vu Mara Selvini à Lyon en 1975, avec la fiche d'analyse de la demande, elle avait quand même un regard suspicieux sur celui qui voulait se débarrasser de la patate chaude. En italien, le scarico barile. C'est le comment est-ce qu'on se débarrasse du baril qui tombe de la charrette et qui ne s'est pas remonté sur la charrette. Comme s'il y avait une unidirectionnalité dans le travail de réseau. On va devoir donc changer notre vision sur le tiers demandeur et considérer ce tiers demandeur dans sa proportion. Hein, je travaille dans un CMPP où la demande des enseignants peut parfois être d'être débarrassé de l'enfant pendant 2 après-midi par semaine. Et il faut trouver la noblesse de cette position, de cet enseignant qui souhaite pouvoir exercer son métier avec le reste de la classe et ses préoccupations pour le collectif. Ça demande un certain effort. Mais on arrive à cultiver cet effort, et cultiver cet effort va profondément changer le travail thérapeutique de réseau, avec des effets assez rapides. On va devoir apprendre à travailler dans ce que Marie-Claire Michaud, d'École et Famille à Saint-Ouen-l'Aumône, a développé dans un article. On va devoir apprendre à travailler dans les zones de recouvrement, c'est-à-dire des zones dans lesquelles notre pratique professionnelle n'est plus à l'abri du regard et des oreilles des autres. Que l'on soit TISF ou que l'on soit neuropédiatre ou que l'on soit, quel que soit notre degré de qualification, on se retrouve un petit peu tous, c'était une expression de Madame Alemano, professionisti di strabassa qualità, professionnels de bas de gamme. Et on va devoir accepter de rejoindre une position dans laquelle les compétences non spécifiques vont prendre le pas sur les compétences spécifiques. On va devoir suivre ce que Bozormeni-Nagy disait être le plus difficile dans son travail, apprendre à continuer, à bien sûr faire le diagnostic des pathologies et des déficits, on est obligé de le faire, attribuer des catégories, etc., même donner la priorité au diagnostic des ressources. Et on va devoir, ça c'est le plus gros morceau, renoncer à traiter la sélection, la transformation et la circulation des informations utiles, de les traiter par une réduction qui serait la pratique du secret professionnel. Et donc impliquer les membres de la famille eux-mêmes dans l'organisation de cette transformation et de cette circulation de l'information. C'est le point le plus difficile. Vous trouverez sur le site un article qui traite de ce sujet et qui a été... donc c'est une bascule qui a été faite à Sarajevo quand je travaillais au moment du siège et où déjà j'avais cette pratique qui avait d'ailleurs été encouragée par Bozormeni-Nagy, de rencontrer les familles, de travailler avec elles pour apprendre notre métier. Et donc, comme j'enseignais à l'époque avec France Liberté la thérapie familiale à Sarajevo pendant le siège, le soir, nous allions avec les étudiants rencontrer des familles avec une caméra. Et j'avais dit à un papa qui avait une histoire très compliquée et assez douloureuse, je vous donne la garantie que ce qui est filmé ne sera partagé que par des personnes qui respectent un pacte de confidentialité qu'à l'époque je croyais universel.
Et là, il m'a remonté tout de suite les bretelles en disant, écoutez, ce que vous avez filmé, mettez-le sur vos chaînes de télévision, que vous voyez, vous, là-bas, d'où vous venez, ce que vous n'avez pas été capable d'empêcher ici. Et donc à ce moment-là, je me rendais compte que ce pacte de confidentialité que je croyais universel pour créer des conditions de thérapie n'était pas absolument, était du côté des professionnels, mais n'était pas, en tout cas, n'avait pas cette universalité. Ceci dit, je continue dans mon cabinet, avec une porte imperméable aux décibels, à recevoir des personnes en séparant l'espace soigneusement, mais j'ai cessé de le considérer comme ayant un caractère universel, bien au contraire, de considérer que si la force convocatrice s'exprime par la rupture du lien ou par le refus de l'offre, mais de considérer qu'il s'agit peut-être là d'un appel à un travail plus collectif. On peut, je crois qu'on termine avant 22 heures, donc si jamais on veut échanger, on va quand même terminer avec cette réflexion que j'aime beaucoup de Patrice Maniglier de nouveau, hein, qui dit Franck contribue dès lors à une dynamique de transformation de la situation. Ainsi, à un problème admirablement terre à terre, les cliniques de concertation apportent elles-mêmes une réponse admirablement pragmatique, dit-il. Créer des espaces relativement neutres, permettant aux différents individus engagés à titre ou à un autre, voire sans titre, hein, il parle des intrus. Si vous allez sur le site de la clinique de concertation, vous verrez le calendrier des cliniques qui se déroulent dans la banlieue parisienne, dans le 19e, à Nîmes, à Brive-la-Gaillarde, que sais-je encore, voire sans titre. Donc vous pouvez être ces intrus qui venaient quasi sans titre, simplement parce qu'ils se sentent concernés, de se retrouver de sorte à potentialiser ainsi les dynamiques positives qui tiennent à ce que les uns sont prêts à faire pour les autres, mais non pour soi. Bref, mettez les problèmes ensemble et vous trouverez une solution. C'est en additionnant les problèmes qu'on les résout, merveilleuse arithmétique de cette clinique. C'est donc un problème d'ingénierie du travail social, de tuyauterie des institutions de prise en charge. Le clinicien de concertation est une sorte de plombier un peu bizarre qui vient raccorder des canalisations orphelines et réagencer un réseau qui ne conduit pas ses flux là où il pourrait circuler. Il s'agit même d'un problème presque d'économie de l'État social qui concerne l'efficacité des dispositifs de prise en charge, et c'est d'ailleurs de ce point de vue économique que le docteur Lemaire demande qu'on évalue ces dispositifs. Voilà, donc de la matière, on en a, des vidéos aussi, mais je pense que c'est plus intéressant de voir un peu les réactions que peuvent provoquer ces propositions. Et si nous devons revenir au matériel, nous le ferons. Comment puisque la lettre d'invitation, elle propose quelque chose. Je ne sais pas si on vous entend. La lettre d'invitation proposait quelque chose. Ce quelque chose, comment vous l'amorcez au départ? C'est sur avec justement à faire décrire le réseau des intervenants d'abord en remontant comme ça par les convocations successives. À quel moment on aborde, je dirais, l'idée qu'il y a une difficulté et les nommer? Donc quand nous travaillons avec des équipes, hein, souvent de travailleurs de proximité, on demande à ces travailleurs de dire à quel point le réseau est nécessaire pour se prémunir de la clinique de la consternation. Donc on a la dimension de l'équipe qui, elle, a été largement diffusée, etc. Ici, on est dans des échelles qui vont au-delà de l'équipe. Et donc, à ce moment-là, on va recommander tout simplement aux travailleurs de proximité de dire que dans leur métier, ils ont des réunions qui sont des équipes éducatives, et donc qu'ils vont participer et qu'ils ont besoin des recommandations des membres de la famille pour savoir que de l'avis, pas de l'autorisation, de l'avis des membres de la famille sur la manière dont ils vont sélectionner, transformer et faire circuler l'information.
Et donc c'est quelque chose qu'on va demander lorsqu'on travaille dans des dispositifs territoriaux, on va demander aux travailleurs sociaux, aux travailleurs du soin, etc., de dire ça aux membres de la famille. Et on va leur demander aussi, on a des expressions un peu standards, on va leur demander, d'ailleurs qui ont été reprises dans un article qui a été publié dans Génération, il y a déjà un certain temps, la clinique de concertation à la recherche d'un cadre rigoureux, donc le contraire de rigide, et ouvert. Et on va leur dire, aidez-nous déjà à ce moment-là, aux membres de la famille, aidez-nous bien sûr à sélectionner ce que l'on ne doit pas dire de vous, mais aidez-nous aussi à sélectionner ce que l'on doit dire de vous. C'est-à-dire que, comme dit Antoinette Chauvenet, on ne fait pas du bien en éliminant les catégories du mal. C'est pas suffisant. Et donc le bien parler des membres de la famille va passer par le fait de leur dire, dites-nous ce qu'on ne doit pas dire, en tout cas votre avis, mais dites-nous aussi ce qu'on doit dire. Et à ce moment-là, les membres de la famille, et c'est une réaction qu'on a, elle n'est peut-être pas aussi standardisée que ce que je suis en train d'expliquer, mais quand même, l'expression c'est, écoutez, si vous avez comme ça des choses, moi j'aimerais bien d'être une petite souris le jour, et si vous avez tellement de préoccupations à savoir ce qu'il faut dire, pas dire, etc., ce serait plus facile si on était là. Et à ce moment-là, vous avez cette expression encore standardisée, venez avec toute personne dont vous estimez la présence utile. À ce moment-là, vous êtes sur une phase extrêmement difficile dans le réseau d'insécurisation maximum des professionnels. Et donc on va devoir, et encore une fois, ça on le doit à Marie-Claire Michaud qui est là, c'est d'accepter que l'on fasse des coordinations spécifiques, c'est-à-dire des réunions de professionnels qui précèdent les réunions de concertation clinique ou de clinique de concertation. En Champagne-Ardenne, là où je vous prenais cet exemple des familles où j'avais été invité par la MDPH, l'ARS avait rejoint la MDPH dans son invitation, mais les querelles entre professionnels étaient telles que l'on ne pouvait pas y exposer les membres des familles. Et donc on faisait, avant de faire la concertation clinique ou la clinique de concertation, avant ça, on faisait des coordinations spécifiques. Pas tellement pour parler de la famille, mais pour mûrir un réseau qui ne soit pas trop prédateur. Après, je dirais que les choses vont très vite, parce qu'une fois que vous dites ça aux membres de la famille, venez avec toute personne dont vous estimez la présence utile. Dernièrement, à Lyon, au conseil départemental, on reçoit une jeune fille qui revient à 14 ans de Marseille et qui revient avec son petit ami qui était banni de tous les espaces organisés par les institutions. Et donc nous acceptons cette présence et nous travaillons avec lui. Et puis après, on va avoir encore cette expression qui est de commencer et d'avoir constamment à l'esprit que nous sommes dans un rapport de redevabilité vis-à-vis des membres de la famille, qui n'est pas non plus facile à faire adopter à des gens qui sont fatigués, déçus de ce qu'ils vivent dans leur travail. Et donc on va s'adresser aux membres de la famille en disant, nous vous remercions de venir nous aider à profiter de vous en quelque sorte. Et quand on a terminé une séance de clinique de concertation d'1h30, on va demander aux professionnels présents s'ils ont appris quelque chose et s'ils ont quelque chose à dire qui fait que leur métier sera plus riche après qu'avant. Voilà, et donc toutes ces étapes, quand on les déclame ici, ça peut paraître assez fluide. Quand vous les pratiquez sur le terrain, vous rencontrez là des difficultés, pas du côté des familles. Et ces familles qui ne viennent pas aux consultations, comme ce grand-père dont je parlais tout à l'heure, viennent aux cliniques de concertation. Ah, mais ce sont des gens qui ont vécu combien de conseils de discipline? Ce sont des gens qui ont attendu dans le couloir et puis qui sont entrés dans une pièce dans laquelle il y a des gens qui ne se présentaient pas. Et donc quand le dispositif est un dispositif qui inverse le tour de présentation, des choses comme ça, là ça va très vite.
Et ça va très vite aussi dans la communication entre les familles. C'est-à-dire qu'une fois que les familles savent que dans un réseau existe cette possibilité, alors à ce moment-là, on va avoir des familles qui, quand elles savent que quelque chose existe, ils peuvent commencer à le demander. Et ça, en Italie, ils appelaient ça la peste noire. La propagation de la clinique de concertation est quelque chose qui aujourd'hui nous fait un peu peur. Dans l'Association française pour la clinique de concertation, aujourd'hui, on arrive à un certain moment où les sollicitations que nous avons des multiples réseaux qui nous appellent font qu'on se dit mais comment est-ce qu'on va répondre aux activations. C'est toujours le problème d'un marketing trop bien fait. Oui, 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 oui. Mais surtout que c'est pas nous qui le faisons. Plus on dit du mal de nous, mieux c'est. Une question justement à cet endroit de la diffusion. Je vous connais depuis très longtemps. Je ne vous ai pas vu, je ne vous ai pas rencontré dans mes pratiques en Seine-Saint-Denis. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, et j'avais du coup une question parce que se diffuse maintenant dans le champ de la santé mentale ou de la psychiatrie, mais des espaces maintenant de concertation, des cellules situations complexes, pour en nommer une, souvent des espaces qui peuvent être effectivement des moments plutôt de confusion, de lamentation. Parfois on arrive quand même à une forme de complexification, mais pas à tout coup, mais en tout cas sans jamais cette dernière étape de la présence, garantie par la présence de la personne elle-même. Des personnes elles-mêmes. Hein. C'est une rencontre de deux... De deux groupes. Oui. Oui. Mais du coup, je m'interrogeais à un niveau, donc, au niveau de l'organisation. Comment savoir se mettre en œuvre, alors ça a démarré depuis un certain temps, pour des personnes âgées, des dispositifs Maya. Ça va être mis en œuvre pour les problématiques autistiques, c'est de façon expérimentale dans certains départements d'Île-de-France. Il y a une espèce une tentative de méthodologiser, d'organiser cette idée de la concertation et cette idée de l'élargissement de la prise en charge. Mais jamais avec ce raffinement. Et du coup, je me demandais en quelle mesure vos travaux, vos propositions, vos interventions avaient pu nourrir ces dispositifs de pilotage territoriaux, de Maya, enfin ils ont des termes un peu différents, mais qui commencent à être mis en œuvre de façon plus systématique dans le champ sanitaire et dans le champ social. Parce que je me suis assez... En 96, hein, quand le mot clinique de concertation est apparu, c'est à un moment où en Belgique se créaient les plateformes psychiatriques de concertation, qui étaient réservées au milieu psychiatrique. Donc par exemple, les CMPP n'y avaient pas leur place, l'équivalent des CMPP. Et c'était une époque... en 1994, j'avais été président de la Ligue wallonne pour la santé mentale, de la plateforme psychiatrique, et avec quand même une position très très polémique, très guerrière de mes contacts avec l'Italie, avec Trieste, etc. Je prenais un malin plaisir à provoquer. Hein. Je me rappelle une réunion de ce type-là, une ébauche de réunion dans un hôpital psychiatrique où nous avions été victimes d'une intrusion d'un monsieur qui se prenait pour le beau-frère d'Alain Delon, je pense. Et les collègues, médecins, etc., s'étaient retournés vers les psychiatres en disant ça doit être difficile de travailler avec ce genre de personnes, et j'avais pas pu m'empêcher de dire non, ce qui est difficile, c'est de travailler avec vous. Ça m'a pas valu rien que des amitiés. Et si vous voulez, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette intuition, mais elle n'est pas personnelle. Vous savez, c'est un héritage de toutes les formations, de Moniel Caïm, de Cooper, etc. Donc si je vous faisais on est en train de faire l'archéologie aujourd'hui de la clinique de concertation
pour le colloque qui aura lieu à Issy-les-Moulineaux en octobre prochain. Et le noyau provocateur, qui à l'époque était plutôt intuitif, ça a été de dire clinique de concertation. Et aujourd'hui encore, par rapport à ces lieux que je fréquente et qui sont honorables, légitimes, intéressants, c'est ce qui est très difficile, c'est de pouvoir revendiquer la portée thérapeutique de ce type de travail lorsqu'effectivement il s'agit de se faire se rencontrer ceux qui vivent ensemble et ceux qui travaillent ensemble. Et donc quand on reçoit, comme par exemple à Saint-Ouen-l'Aumône, à 6 ans, 5 ans consécutifs, et que l'on fait une feuille de route de la clinique de concertation avec une famille en détresse multiple, que se succèdent les sociogénogrammes, alors à un certain moment, on voit apparaître la portée thérapeutique de ce travail, avec les personnes qui vivent un morcellement qui a été décrit, etc., de voir comment, à partir du moment où le réseau émietté accepte d'être présent, que l'on a certaines règles de travail qui sont issues de la thérapie contextuelle, cet aspect de l'inversion du donner et du prendre, toutes ces choses-là, alors à ce moment-là, on va voir ce que... Alors, je ne sais pas, je ne connais pas tous ces lieux dont... vous en parlez sur la Seine-Saint-Denis, on y a travaillé. C'est très rare qu'il ne soit pas considéré comme quelque chose qui est un accessoire au service de ce qui se passe dans les services reconnus comme thérapeutiques, selon les accords accoyés, etc. Et donc la prétention, l'arrogance de la clinique de concertation, c'est de dire que c'est là aussi que se trouve le travail thérapeutique. Donc ça a un côté original, pas exclusif, mais... Et puis, nous sommes toujours invités, donc quand vous demandiez comment est-ce que ça se gère, nous sommes invités dans ces lieux-là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ces lieux qui se disent, mais... Alors, quand ils entendent parler de la clinique de concertation, ils se disent, tiens, si jamais il y a des gens qui sont suffisamment arrogants pour prétendre que la présence de la famille va inverser les choses, qu'elle ne va plus être la cible, mais qu'elle va venir et qu'on va profiter d'elle, alors il y a des gens qui de plus en plus font ce pari-là. Et chaque fois que nous sommes invités, on n'a pas inventé la roue, le réseau, on est toujours invité là où il y a déjà du réseau. Donc ça, c'est comme ça que ça se propage. Et on n'a pas vraiment de politique de marketing. Enfin, si le site maintenant devient... quand on voit les courbes de fréquentation du site, oui, là, il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'à un certain moment, peut-être qu'on risque de perdre tout l'intérêt des cliniques de concertation. Alors on reviendra au cabinet, on fermera les espaces. Steve de Chaser faisait la même proposition, mais pas aussi large au réseau, mais faisait la même proposition quand les gens prenaient rendez-vous, il disait venez avec qui vous semble utile pour cette rencontre. Donc, je ne connais pas. C'est dans l'approche orientée solution D'accord. de Chaser. Et il y avait ça. Ça me fait aussi penser à... Il y a d'autres... c'est Whitaker qui travaillait en élargissant progressivement. Take it or leave it. Oui, alors il y a des inspirations comme ça. Et puis il y a toute... Mais on voit bien que la difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de mettre les gens ensemble. Non. C'est toutes les règles, les procédures, les précautions, le travail préalable avec les équipes. Et je pense que c'est là le plus difficile, c'est avec les professionnels. Oui, mais bien souvent, le clinicien de concertation saute sur le chariot de la victoire. C'est pas si difficile que ça. Quand les personnes qui ont fait, et c'est très joli ce que vous dites, le travail préalable, on essaye d'éviter le mot qu'on emploie parfois de préparation. La clinique de concertation, c'est beaucoup plus sur une flèche du temps, les effets. C'est un peu contre-intuitif, et sur une flèche du temps, la clinique de concertation est là. Après,
mais c'est ce qu'elle fait faire avant qui est important. Et donc, une fois que les gens ont dit aux membres de la famille, mais on a besoin de vous pour savoir comment, ce que je dois pas dire, etc., à un certain moment, ils disent, oula, ils travaillent, comment est-ce qu'ils travaillent ces gens-là? Ça crée une... Et quand vous arrivez, que les professionnels sont là, et que la famille est présente, vous arrivez parce que effectivement il y a des techniques, hein, il y a un aspect, donc il y a des formations, donc là, pour devenir clinicien de concertation, il y a un minimum de 4 ans. 4 ans de formation, de pratique, etc. Donc il y a cet aspect technique, mais c'est pas si difficile que ça. Et on ne prétend absolument pas être les seuls. J'entends parler des conférences familiales, par exemple, qui se développent. Je ne connais pas beaucoup, c'est un modèle qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, on n'est pas les seuls à avoir ces intuitions. On les a portées. On a, comme disait Karima Amar en Algérie, on a avec nous des pastilles du culot. Karima Amar était une collègue psychiatre qui, quand ses enfants avaient la trouille d'aller aux examens, prenait des médicaments placebo et disait ça c'est une pastille du docteur du culot, de façon à ce qu'ils aient du culot à l'examen. C'est peut-être ça, si vous voulez, c'est simplement d'avoir le culot de dire ben, tout compte fait, peut-être qu'un peu de bon sens, ça peut aussi aider. Après, il faut le techniciser. Le sociogénogramme, qui n'est qu'un outil, est quelque chose de très étonnant. Vous savez, c'est le sociogénogramme. Bon, ça c'est une ébauche. Et puis je vous ai dit les tailles que ça pouvait prendre. Et à un certain moment, le sociogénogramme vous parle. C'est-à-dire que dans le diagnostic des ressources résiduelles, vous allez trouver des endroits sur le sociogénogramme auxquels vous ne penseriez pas si vous n'aviez pas cet instrument. Il y a eu j'aime bien raconter cette histoire dans un hôpital psychiatrique à Tournai, et là où on avait fait le dernier colloque. Il y a des équipes entières de l'hôpital en Belgique qui ont été détachées de leur travail en intra-hospitalier pour travailler un peu comme à plaisir Serge Canas avait pu faire, etc. Oui. Donc on est aussi héritier hein, de ces choses-là. Et donc en Belgique, ça a été institutionnalisé, mais on a mis des gens qui étaient habitués à avoir des piluliers, etc., à se rendre dans les quartiers, dans les maisons, etc. Donc ils nous ont appelés pour participer à la formation. Et puis sur le sociogénogramme, c'était rigolo parce que les infirmiers venaient encore avec les instruments qui étaient les instruments de leur pratique hospitalière. Ils avaient encore le stéthoscope en poche. Et puis, quand vous proposez les choses, vous avez des enthousiasmes divers. Donc, vous avez des gens qui sont très enthousiastes. Il y avait une psychologue un peu fantasque qui était très enthousiaste. Et à un certain moment, je prends le stéthoscope qui est dans la poche d'un infirmier et je dis, vous savez, le sociogénogramme, ça vous parle. Et je le donne à la psychologue qui n'est pas habituée à avoir... Je dis, prenez le stéthoscope et promenez-le sur le sociogénogramme. Et à ce moment-là, ils étaient très nombreux et ils pensent vraiment que je suis en train de me moquer de la psychologue. Et cette psychologue a cette réflexion, parce que tout le monde dit, bien évidemment, qu'on n'entend pas les bruits du sociogénogramme, mais elle se retourne en disant, mais ce n'est pas les bruits du sociogénogramme que j'entends, mais mon cœur bat plus fort sur certaines zones. Et c'était sur les zones qui sont des zones activatrices, si vous voulez. C'est-à-dire, comment est-ce que le sociogénogramme va à un certain moment nous dire, selon l'expression, hein, d'arrêter de vouloir, de vouloir faire entrer les détresses dans le lieu des ressources, mais plutôt porter les ressources sur le lieu des détresses. Mais ça, ils le faisaient à Eric. Ou ils le font à Eric. Ça vous laisse pas beaucoup de temps d'écrire, j'ai l'impression. Oh, il y a quand même sur le site... Sur le site, oui, mais il y a des... il y a ça, c'est pas moi qui les... Enfin, on les trouve en France, ces livres on les trouve en allant sur le site, on trouve la souscription, je pense.
On sait la voir, en tout cas par le L'adresse du site. www.concertation.net. Voilà, je peux vous laisser le... Vous pourriez nous montrer un petit extrait peut-être? Au volontiers, si vous avez la patience et le temps. Je vais vous montrer un très court extrait d'un changement d'échelle chez un professionnel. On peut peut-être commencer la présentation par quelqu'un que vous connaissez déjà. دونك نقدروا نبداو التقديم بالشخص تعرفوه. تشرفنا اختنا الشرف الاخ هذا كذلك مسيو بوعلم نعرفه Je le connais. Non, mais moi je vais me présenter. Oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas ici. En arabe. En français, on a. السيد سليمان تشتيش، أنا مختص في علم النفس، عامل على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيبازا. Monsieur Slimane Tishti, je suis psychologue, je travaille à la direction de l'action sociale de Tipaza et je suis en formation de thérapie familiale depuis 1998. Ce qui est, vous l'entendez au ton de la voix. C'est le psychologue qui est ici et qui accompagne une famille qui a vécu des choses extrêmement difficiles en Algérie et qui sont au centre d'un réseau qui les persécute de façon à ce que les enfants entrent dans des processus pour faire le travail de deuil. Je vous dis tout ça très très vite, mais c'est dur à dire. Et donc ils deviennent, au fur et à mesure où le réseau devient de plus en plus pressant, la famille devient de plus en plus récalcitrante. On fait tout ce qu'on a dit, on va les voir, Slimane Tishtish est dans le processus de formation et ils nous rejoignent pour venir travailler avec nous. Et dans le tour de présentation qui commence, donc ici vous avez la grand-mère, les trois fils, les petits-enfants ne sont pas là. Karima Amar, dont je vous ai parlé, l'histoire des pastilles du culot, je suis là. Là, c'est Pierre Michard, qui à l'époque était avec nous là-bas en Algérie. Et là, on a Slimane Tishtish, qui est en quelque sorte la personne qui a fait ce travail préalable à la clinique de concertation. Et vous voyez, il est ici dans une ère, à une échelle, où il continue et il commence à se présenter avec une voix qui porte dans un périmètre qui est celui des gens directement concernés. Et puis vous l'entendez, et à un certain moment, on voit son mouvement, on ne verra pas aujourd'hui, mais il doit tourner la tête et il se rend compte brutalement qu'on est tous là. Et il se présente plus à la famille, mais à la clinique de concertation. Et si vous voulez, on voit dans cette image ce bouleversement qui est vraiment... en un instant, il se rend compte que l'échelle à laquelle nous travaillons est l'échelle imposée par les membres de la famille et pas l'échelle imposée par les membres du réseau de professionnels. Et donc là, on a Slimane Tishtish à ce moment-là 2 ans de formation. On a de l'entraînement, si vous voulez. Et donc, il n'est pas détruit par le fait de devoir se tourner vers un collectif qui est là de 40 personnes. C'était dans le cadre de la formation, là en 2000, on était à la 2e année de formation à la thérapie familiale et aux pratiques de réseau. Mais vous avez sur un instant le professionnel qui n'est plus dans la déclamation par rapport à l'idée du maillage du réseau, etc. C'est qu'à un certain moment, on n'est plus dans la déclamation, on est dans le travail clinique avec les membres de la famille. On n'est plus, comme on disait à Brive-la-Gaillarde, où il y a eu un bouleversement, on ne travaille plus autour de la famille, mais avec elle. On ne travaille plus à cause des membres de la famille, on travaille grâce aux membres de la famille. Ça, c'est un bouleversement extrêmement important par rapport au projet de coordination. Si on arrive seulement, la clinique de concertation, à transformer le autour en avec et le à cause en grâce à, je vous assure que les familles, elles l'entendent. Sur ce plan, ça rejoint tout à fait nos pratiques dans le service public, Oui. où effectivement nous sollicitons les familles pour qu'elles viennent nous aider. Oui. Là, c'est ce que tu m'as dit toi-même dans
Oui. Mais c'est vrai que on a beaucoup de mal à faire entendre qu'il existe des formes de thérapie familiale où les familles viennent aider les professionnels à mieux travailler. Oui. Et c'est un renversement incontournable et qui passe moins dans un travail de narration de l'histoire de la famille, d'évocation du passé, que d'un travail ensemble dans un processus actuel et en devenir. Et c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a beaucoup de parenté, même si effectivement nous travaillons de façon très différente, dans l'esprit du travail. C'est-à-dire on recrédibilise un peu tout le monde dans cette affaire. La clinique de concertation ne serait pas ce qu'elle est sans l'écologie des liens. Hein. Comment? C'est gentil à toi. Non, non, c'est pas de la gentillesse, c'est vraiment on a puisé. Donc je cite pas ici tout ce que l'on a pillé comme livre et comme expérience, mais on a fait un pillage systématique de toutes les expériences. Et puis il y a quelques points originaux, mais quelques points tout juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.